Rebonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de voir. Alors effectivement, c'est une présentation un petit peu particulière puisqu'il ne s'agit pas d'une présentation d'un dispositif pédagogique à proprement parler, mais plutôt des premiers retours, premiers résultats d'une enquête qu'on a lancée avec la vice-présidence formation et vie universitaire. Alors, dans ce genre de résultats présentés, il y a toujours un petit effet catalogue, mais vous allez voir, on va essayer de rendre ça digeste. Alors, au niveau de cette enquête, on va aborder 5 points, effectivement. Quand on dit besoin en innovation pédagogique, on n'arrive pas aux besoins directement. C'est important d'avoir une photographie de ce qui se fait actuellement. Donc, avec le contexte de l'étude, le profilage des répondants, pour voir la pertinence des résultats de l'enquête, à quel point les outils et services qui sont proposés sont utilisés, une projection sur le devenir de ces enseignants qui répondent pour voir un petit peu ce que eux projettent de faire. Et effectivement, après, on arrive aux besoins réels pour mettre en place ces éléments. Alors, au niveau du contexte, il s'agit bien d'une enquête qui a été diligentée par le VPCA FVU, donc Jérôme Gardaudy, sur laquelle nous, la D2IP, et en particulier l'équipe du SUIP que je remercie, a proposé une première version, une implémentation avec des retours avec notre vice-présidence pour une période de récupération des informations entre la mi-juillet et le début octobre 2023. Alors, en termes de modalité, il s'agit bien d'une enquête anonyme à toute la communauté universitaire pour laquelle on a envoyé un certain nombre de rappels. On a eu 81 réponses partielles, 101 réponses complètes, pour un total de 182. Alors, dans les faits, on s'est focalisé pour l'analyse qui suit, principalement, évidemment, sur les réponses complètes qui ont été obtenues. Alors, lorsqu'on dit enquête, évidemment, ce qui est important, c'est finalement d'avoir un échantillon représentatif de la population qui est sondée. Donc, pour le coup, nous avons réussi à avoir quand même une bonne représentativité de l'ensemble des composantes, puisque, comme vous pouvez le voir, la majorité des composantes ont été représentées. Donc, on a bien des retours qui concernent un petit peu les différents corps de métier, différentes disciplines de l'établissement. Au niveau du profil des répondants également, on a une photographie assez intéressante des différents répondants, puisque on a une majorité d'enseignants, enseignants-chercheurs. Alors on a eu du mal à atteindre les CEV. C'est une population que généralement on a du mal à avoir, à moins d'un relais par les responsables pédagogiques. C'est typiquement une partie des enseignants qu'on arrive encore peu à toucher. Et une partie de personnel administratif également, parce qu'il ne faut pas oublier que parmi le personnel administratif, un certain nombre d'entre eux sont amenés à faire des formations aux étudiants. Je pense par exemple au SCD, aux différents dispositifs de formation et d'accueil des étudiants qu'ils mettent en place. Également, parmi les questions, il y avait le niveau enseigné. Et là, c'est un peu pareil. On a des enseignants répondants qui concerne vraiment la filière, alors plutôt la partie LM que le D du doctorat, mais quelque part c'est un petit peu la cible qu'on recherchait. D'ailleurs, si on fait le total L1, L2, L3, on retrouve finalement la majorité des réponses qui sont concernées par ces enseignants. Donc au final, par rapport au profil, on est quand même dans la cible qu'on souhaitait atteindre. Voilà. Alors, on s'est également enquis de l'expérience des enseignants qui nous ont apporté les réponses. Et finalement, on se constate que la majeure partie des personnes qui nous ont répondu, ce sont des enseignants expérimentés. À 60% d'entre eux, ce sont des personnes qui ont une expérience de plus de 15 ans dans l'établissement ou autre. Et si on fait la somme avec ceux qui ont plus de 10% d'expérience, on arrive pratiquement à 75% des réponses. Donc au final, nous avons réussi à toucher plus d'enseignants, j'ai envie de dire, qui sont dans le système depuis longtemps, finalement. Voilà. Ce qui est lié aussi avec le profil, c'est-à-dire on a touché surtout des enseignants-chercheurs, des titulaires, voilà. Alors, on a également demandé les modalités expérimentées.
C'est-à-dire, est-ce que ces enseignants ont pu tester le présentiel, le distanciel? Et au final, bon, alors sans surprise, le présentiel, c'est la modalité la plus testée. Mais quelque part, on a quand même été étonné par la quantité de retours d'expérimentation pour l'hybride. Parce que le distanciel synchrone, bon, on le savait au travers du Covid qui a eu lieu il y a 3 ans, beaucoup d'enseignants ont transformé, j'ai envie de dire, pour refaire l'apprentissage, les formations qu'ils faisaient devant, j'ai envie de dire, un public, devant la caméra. Mais l'expérimentation hybride et même le distanciel asynchrone, 50%, ça a vraiment été une surprise, parce que ça veut dire qu'on a une plus grande richesse que ce à quoi on pouvait s'attendre au niveau des expérimentations faites par le public répondant. Alors, après avoir profilé, j'ai envie de dire, sur les informations les plus classiques, on a essayé de mesurer un petit peu les expérimentations que ce profil, que les répondants ont tenté de faire. Donc, on leur a proposé un certain nombre de pédagogies et on a commencé simplement par la question, lesquelles est-ce que vous connaissez ? Donc, on a pris les grands classiques des pédagogies, parmi les plus connus. Donc, sans surprise, celle qui se démarque, c'est la classe inversée, la pédagogie par projet et la pédagogie par le jeu. On constate que, au final, la classe renversée, type particulier de classe inversée, est particulièrement peu connue au final. Et vous allez voir après, c'est assez intéressant parce que beaucoup de personnes sont intéressées par cette modalité particulière. Donc, ça sera à mettre en regard avec ce que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. La pédagogie explicite, donc enseignement explicite, de la même façon, peu connue, mais vous allez le voir, recueille un intérêt aussi tout particulier. Donc, ça nous donne aussi à nous, après, un certain nombre d'indices de ce que l'on devra proposer. Voilà. Au niveau des expériences, également, on s'est enquis de la façon dont les informations arrivaient aux enseignants. C'est-à-dire que connaître les différents types de pédagogie, c'est bien, mais savoir comment est-ce qu'ils ont eu connaissance de ces pédagogies, c'est aussi très très intéressant. Et ce que l'on constate, c'est que les enseignants ont connaissance de nouvelles méthodes pédagogiques, principalement par une veille personnelle, par des collègues, mais peu par des formations ou même des accompagnements internes, c'est-à-dire potentiellement ce que nous, des 2IP, on est amené à proposer. Donc on sait qu'on a un déficit de communication et de diffusion de l'information qui est très important et que vous allez voir, plus on va avancer et plus on va s'apercevoir que je peux mettre une petite pierre dans mon jardin en montrant la communication, on n'est pas bon. Voilà. Donc, effectivement, les premiers vecteurs, c'est le travail en autonomie, la veille qu'occupent les enseignants et les échanges avec les collègues proches. Alors, très intéressant également maintenant, au-delà des pédagogies connues, les pédagogies que les enseignants de notre établissement ont expérimentées, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en œuvre pour voir un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, la pédagogie par projet, très expérimentée. On dépasse un peu la moitié, 63%. Mais c'est pas si mal en fin de compte, sachant que là, il faudra des analyses un petit peu plus poussées qu'on n'a pas eu le temps de faire. Alors, je vais être absolument honnête, on a fait des relances dessus et j'ai voulu avoir le maximum de retours. Donc, cette présentation a été montée entre minuit et 2h du matin. Donc, je n'ai pas pu pousser aussi loin que ce que j'aurais voulu l'analyse. Typiquement, là, pour la pédagogie par projet, ça aurait été intéressant de vérifier par exemple, par rapport au profil des enseignants, par rapport aux composantes, par exemple. On sait, par exemple, qu'en informatique, on va souvent sur des pédagogies par projet pour vérifier le projet informatique, comment est-ce qu'il se monte. Donc là, il faudra une expérimentation, une analyse plus poussée vraiment de chacune des valeurs. Mais la pédagogie par projet, effectivement, elle ressort. De même que la classe inversée, la pédagogie par le jeu, finalement, c'est moyennement surprenant puisque c'est assez proche de ce qu'on a retrouvé pour les pédagogies connues. Plus une pédagogie est connue, plus elle est expérimentée tout simplement après dans le milieu d'enseignement des collègues. Donc c'est pas vraiment une surprise. Voilà. Alors, autre question très intéressante, c'est lorsque ces enseignants ils déclarent donc mettre en œuvre une pédagogie innovante, on leur a demandé: ok, ces pédagogies innovantes que vous mettez en place,
elles occupent quelle proportion de votre quantité d'enseignement? Bref, est-ce que vous avez transformé beaucoup de vos enseignements en pédagogie active ou pas? Et là, finalement, on a à peu près 40% pour lesquels c'est moins de 20%. Alors on est d'accord, on ne se concentre que sur les personnes qui ont déclaré avoir mis en œuvre des pédagogies actives. Entre 20 et 50%, donc on a 28%. Et au final, si on fait la somme entre les personnes jusqu'à 50, je trouve qu'on arrive quand même dans une statistique assez intéressante. Ça signifie que les collègues enseignants commencent à avoir une mise en pratique de ces pédagogies actives qui ne relèvent pas de l'annexe, de l'accessoire. On a vraiment un déclenchement sur le retour. Alors, également, je dirais que je suis assez étonné sur ceux qui ont déjà transformé plus de 80% de leurs enseignements. Je trouve ça colossal d'avoir déjà plus de 10% des enseignants qui ont déjà fait cette étape de transformation. Alors là, quelque part, ça me fait un petit peu regretter d'avoir mis en anonyme le sondage. On aurait dû dire, si vous êtes à cocher 80%, s'il vous plaît, donnez-nous votre email. On aimerait prendre contact avec vous. On compte refaire des journées de la pédagogie l'année prochaine, donc vous ferez partie des personnes qu'on va embêter, enfin, sans vouloir faire peur aux gens. Donc, cette année anonyme, peut-être que la prochaine fois, on transformera notre sondage pour essayer d'avoir, dans certains cas, en fin de compte, pas pour vous, l'anonyme. Voilà. Bon, toujours par rapport à l'expérience, c'est bien gentil d'avoir mis en place des pédagogies actives. Est-ce que vous en êtes content de cette mise en place? Et au final, entre 38% de très positifs et 57% de plutôt positifs, j'ai trouvé ça pas si mal. Voilà, ça veut dire que la majorité du temps, quand un enseignant met en place une pédagogie active, il ne le regrette pas. Voilà, donc c'est un apprentissage intéressant. Il ne faut pas ignorer quand même que certains se sont lancés et dans 5% des cas, non, c'était négatif. Clairement, ils ne vont pas continuer. Alors, au-delà de savoir que c'était positif ou pas, ce qui est intéressant, c'est les facteurs qui ont poussé les enseignants à répondre que c'était positif ou pas. C'est-à-dire, quels sont les facteurs qui font que vous allez considérer que cette pédagogie active est intéressante à fonctionner ou pas. Donc, lorsque on arrive sur ce paramètre-là, le facteur qui a le plus de poids, c'est la participation des étudiants. C'est-à-dire, quand un enseignant fait de la pédagogie active, il constate un effet positif sur la participation des étudiants. J'ai envie de dire, le reste est un petit peu plus équilibré, entre mon 64 et mon 49%, c'est-à-dire les résultats des étudiants qui s'améliorent, l'atteinte des objectifs du cours et l'assiduité des étudiants. Alors, pour le coup, j'ai quand même eu la curiosité d'aller voir qu'en était-il de ces critères par rapport aux expérimentations négatives, c'est-à-dire quand l'expérimentation est négative, quels sont les facteurs qui font que vous avez jugé que l'expérimentation était négative? Et là, pour le coup, globalement, les 4 critères sont touchés de façon absolument équitable. Donc, on ne peut pas dire que mon expérimentation était négative parce que uniquement la participation a baissé. On a vraiment un bel équilibre des 4 critères. Donc, il n'y en a pas un qui ressort particulièrement comme étant la faille des pédagogies actives pour les expérimentations, j'ai envie de dire, qui se sont soldées par un échec. Au niveau de l'expérience également, on a demandé aux enseignants s'ils mettaient en place une évaluation de leurs enseignements. Parce qu'effectivement, pour juger qu'une pédagogie a été réussie, pas réussie, c'est intéressant d'avoir des retours. Donc, dans presque 3/4 des cas, les enseignants font des évaluations des enseignements. Par contre, en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'un tiers d'entre eux, parmi ceux qui font l'évaluation des enseignements, il s'agit d'une évaluation informelle. Dit autrement, je demande globalement à mon amphi, alors vous étiez contente, comment ça s'est passé ou pas? Voilà. Bon, c'est déjà un premier retour, c'est intéressant. Et au-delà de ça, nous avons demandé également si, très bien, vous avez eu un retour de vos étudiants, est-ce que vous vous en êtes servi pour changer les choses après et améliorer par rapport au retour qu'on vous a fait? Et pour le moment, dans 80% des cas, oui, c'est suivi des faits. Dans 20% des cas, la personne reconnaît que, oui, on me demande de demander et je demande.
Bon, par contre, pour le moment, j'ai pas eu le temps d'en faire quelque chose. Bon, ça se conçoit effectivement. Hein. Bon, on n'a pas toujours le temps pour tout. Alors, on en vient maintenant aux usages de nos services. Donc, sans surprise, Moodle et Zoom caracolent en tête. J'ai même envie de dire que c'est assez surprenant que Moodle soit au même niveau que Zoom. Donc ça signifie que Zoom, qui est hyper utilisé parce que la modalité la plus facile à le transformer par rapport à un cours transmissif si on veut le passer en distanciel, mais Moodle, sans surprise, est un incontournable. Effectivement, en termes de statistiques, on arrive presque maintenant à, sur la plateforme principale, on doit approcher les 5000 espaces de cours Moodle, donc on sait qu'on est excessivement utilisé. Voilà. Alors, assez étonnant, WooClap n'est qu'à 40%, mais vous allez voir, après, lorsqu'on fait des propositions de demande de formation, il remonte vraiment très 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 haut. Voilà. La plateforme de podcast est pour le moment peu utilisée, alors c'est assez compréhensible, on vient d'en changer, on est passé de Pod à Ubicast Nudges, on sait qu'il y a un temps de formation. Et l'outil compilation, avec tout ce qu'on raconte sur ChatGPT, on sait qu'il y a des adaptations qui sont en train de se faire. Alors, est-ce que les outils qu'on propose actuellement correspondent aux attentes des enseignants ? Ils déclarent à 46% oui, à 47% partiellement et 7% non. Donc, globalement, on a quand même ce qui est proposé qui est utile. Voilà, on peut à minima dire ça. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que on a demandé aux personnes qui répondaient non, ne correspond pas aux attentes, en particulier s'ils ont des suggestions à faire. Et à 71%, non, ils n'ont pas de suggestions. Donc ça ne va pas, mais il va falloir qu'on travaille un petit peu en autonomie pour voir ce qui ne va pas. Bon, c'est pas grave, on va faire beaucoup d'introspection et peut-être ça fera l'objet d'autres enquêtes que vous aurez le plaisir de répondre et je compte sur vous. Voilà. Alors, également, par rapport à tout ce que nous on fait des 2IP, on a voulu savoir un petit peu ce que les enseignants savaient, parce que finalement, on commence à comprendre qu'en termes de communication, on n'est pas bon. Et donc, on a voulu savoir un petit peu, parmi tout ce qu'on fait, si les enseignants, ils ont juste connaissance de ce qui existe. Voilà, donc on a listé un certain nombre d'accompagnements que nous, on propose des 2IP, et on leur a juste demandé, est-ce que vous connaissez ou pas ? Donc, la salle accès libre TIS pour vos étudiants, à 35% à peu près. L'accompagnement distanciel pour les étudiants via un formulaire de contact connu à peine d'un quart d'entre eux. L'accompagnement en présentiel via des tuteurs TIS, c'est pareil, une trentaine de pourcents. L'accompagnement via le formulaire de contact pour les enseignants. Accompagnement distanciel synchrone pour les enseignants. Accompagnement en présentiel pour les enseignants. On n'a absolument rien qui atteint ne serait-ce que la moitié de la population enseignante. Donc très clairement, tous les dispositifs qu'on met en place, personne n'est au courant. Voilà. Bon, deuxième petite pierre dans mon jardin. Ensuite, parmi les formations qu'on propose, alors effectivement, pas seulement les formations, mais l'ensemble des dispositifs qu'on propose aux enseignants. Donc, on a mis en place une web TV enseignement et innovation l'an dernier. On a mis en place des ateliers, des masterclass avec des conférenciens invités, des conférences par conférenciens invités, des tutoriels, sites web, Moodle, podcast, des formations mensuelles maintenant avec un catalogue de formations. Et comme vous pouvez voir, vraiment en se battant au maximum, on arrive à 60% pour nos tutoriels et tout le reste est en dessous de 50%. Donc là encore, j'ai envie de dire, on fait plein de trucs et personne n'est au courant. Donc, ok, troisième petite pierre dans mon jardin, indépendamment des outils et services, les formations qu'on propose et les accompagnements qu'on propose ne sont pas connus. Il faut vraiment qu'on fasse un effort sur la communication. Bon. Alors, maintenant les projections, c'est-à-dire les enseignants, qu'est-ce qu'ils projettent de faire avec ce qu'ils font ? Donc, est-ce qu'ils comptent mettre en place des pédagogies actives, des pédagogies innovantes ? Bon. Et à presque 70% d'entre eux, ils répondent oui. Voilà, effectivement, on aimerait bien mettre ça en place. Alors, par projet et par le jeu, donc 33% d'entre eux, par compétence 26% et pédagogie inversée pour 23% d'entre eux. Donc là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se détache en plus. Finalement, les enseignants ne sont pas sur une chose particulière. Qu'est-ce qui bloque les enseignants pour pouvoir basculer ? Le temps, la méthodologie, le matériel, et pas convaincus, seulement 7% d'entre eux ne sont pas convaincus par les pédagogies actives. Au niveau des besoins, et là je vous rassure, j'ai presque fini, donc quelles sont les incitations qui auraient le plus d'impact pour pousser la communauté enseignante à se mettre à ces pédagogies actives ? Donc des formations courtes et adaptées, alors Scoop, on en propose, de la disponibilité de matériel adapté à presque 50%, des précisions sur les ressources,
mise à disposition, de l'information précise sur la plus-value, de l'efficacité des méthodes, qu'est-ce que ça m'apporte si je me fatigue à faire ces pédagogies, ce que je peux comprendre, un accompagnement régulier à 40% et un financement spécifique, c'est la valeur la plus faible, hein, à peine 40%. L'intérêt, alors si nous on proposait d'autres formations en pédagogie innovante, alors on a 65% de oui, oui mais pas le temps à 25%, et non. Donc au final, oui mais pas le temps, c'est presque un quart, c'est quand même énorme que ce soit le temps qui réfrène le plus les enseignants. Alors dans le oui, on a les formations les plus demandées, de la classe inversée, formation orientée compétences, renversée, compétences, enseignement explicite qui est presque à 50%, et la ludification. Alors, Scoop, la majorité d'entre eux existent déjà et sont déjà proposés dans notre catalogue de formation. Les intérêts pour les besoins en formation et services, en outils en service. Alors, les personnes disent que seulement une moitié, oui. Pareil, presque un quart, pas le temps, et non pour le reste. Alors, les formations les plus demandées, WooClap, Lime Survey. C'est assez surprenant, Lime Survey, puisque ce n'est pas forcément directement orienté pédagogie. Moodle n'en est plus qu'à un quart, pareil pour Notegis et Compilation. Donc ce sont des outils qu'on peut considérer comme étant maintenant un petit peu mieux maîtrisés. Voilà. Les besoins maintenant en matériel spécifique, je suis assez étonné de voir que des enseignants, pour la moitié d'entre eux, ont quand même des besoins aussi primaires que l'ordinateur, vidéoprojecteur. Pour le reste, j'ai envie de dire qu'on est dans le classique à 20% d'entre eux, le pointeur, les Bluetooth. En termes de conclusion, là, il ne faut pas oublier que c'est sur une première analyse. Hein, vraiment, il faut qu'on aille sur les publics par rapport aux composantes, par rapport au profil. Globalement, ce qu'on constate, c'est que l'envie d'innover, l'envie d'expérimenter des pédagogies actives est là. De ce côté-là, nos enseignants sont réactifs et sensibles. Les enseignants de l'établissement commencent à maîtriser vraiment, j'ai envie de dire, la partie environnement numérique de travail. Les outils sont maîtrisés. Et donc, ça signifie qu'il faut arriver vraiment plutôt sur des formations orientées sur les méthodologies plus que les outils et les services. Voilà. Sans abandonner, hein, ça sera toujours disponible, mais il faut arriver sur les méthodos. Clairement, on manque d'invisibilité sur l'offre de la D2IP et tout ce qu'on propose. Et les besoins pour innover, du temps, à un quart du cas, on a besoin de temps, et des formations courtes orientées sur la pédagogie, une incitation de l'équipe pédagogique. Je vous remercie. Merci.